Bienvenue à un autre balado Saumon Québec. Tout un balado, cette fois-ci, encore une fois, produit par la FQSA. On est dans les bureaux de production 35 mm. Je suis avec Myriam Bergeron, la directrice générale de la FQSA. Et on a du biologiste autour de la table. Ah, on a du avec beau toi, biologiste là, autour 3 de la biologistes. Là, moi, je cherche mes diplômes, mais ça va être bien intéressant. Je suis super excitée de vous avoir. On a 2 invités en or, encore une fois aujourd'hui. Je vous présente Maxime Guérard, qui est biologiste, comme tu le dis, Louis, mais qui est aussi un biologiste attitré pas mal dans le monde du saumon au sein du gouvernement, secteur faune du gouvernement du Québec, qui vient de changer actuellement. Et on a Sébastien Lavoie, qui est également biologiste et qui est directeur général de la Société de gestion de la rivière Matane. Bienvenue les gars, je suis vraiment contente de vous voir aujourd'hui. Merci d'être là. On va commencer. Moi, j'ai envie de vous poser des questions plus personnelles, savoir d'où vous venez, venez-vous d'un monde, pour se retrouver dans le monde du saumon, il faut quand même avoir... il y a quelque chose qui vous a pisté quelque part. Sébastien, j'ai entendu parler de ton histoire. Là, au bout du compte, tu as commencé à la rivière, comme bénévole au début, je pense, tu as commencé. Mais parle-moi un peu d'où tu viens. Moi, c'est ça, je viens pas du tout du monde du saumon. Là. J'ai vraiment appris sur le tas. Moi, à la base, oui, je suis biologiste, là, mais j'avais commencé mes études graduées. J'ai une maîtrise en sciences forestières. Par la suite, je suis revenu en biologie, mais j'étudiais, j'étais au doctorat, puis j'avais débuté un doctorat en étudiant l'effet des fortes densités d'orignaux dans la réserve faunique de Matane, sa végétation. Donc, je suis vraiment là, j'étais complètement à part du saumon. Pas loin quand même. C'est arrivé, c'est arrivé un heureux hasard pour moi, c'est que à l'époque, la directrice générale en 2014 de la Société de gestion de la rivière Matane, elle a quitté pour d'autres défis professionnels et il y avait besoin de quelqu'un pour terminer la saison 2014. Et comme j'étais dans le coin, on m'a offert l'opportunité, il dit Sébastien, tu veux-tu venir finir la saison par intérim? Pas de problème, je vais venir essayer ça. En même temps, on est tombé comme en 2014, qui était une saison catastrophique en termes de montaison, en termes de fréquentation. Les revenus de notre organisation de la ZEG de la rivière Matane. C'est ça que j'ai entendu, c'est de ça que je veux parler, de ta passion. Complètement catastrophique. Et là, OK, il faut changer le plan d'affaires, il faut remettre ça à l'endroit. Là. Fait qu'avec mon conseil d'administration, on a travaillé là-dessus. Puis c'est là que j'ai développé une passion pour ça, c'est côtoyer des administrateurs, des pêcheurs passionnés pour cette ressource-là, puis aussi le travail en tant que tel, qui est quand même complexe, mais j'ai adoré cet aspect-là, et ça m'a fait prendre comme décision d'abandonner mon doctorat, puis rester au niveau de la gestion de la rivière Matane, puis c'est la plus belle décision que j'ai prise de ma vie. Étais-tu un gars de ce coin-là? Venais-tu de la Gaspésie? Non? Pas du tout. C'est vraiment être là par les études, puis... J'adore ça. Finalement. Toi, Maxime, viens-tu d'une famille de pêcheurs? Tu viens de quel coin? Moi, je viens d'une famille de pêcheurs, pas une famille de pêcheurs de saumon. Je viens d'une famille d'amateurs de pêche à l'ombre de fontaine, à la truite. Là. On faisait nos voyages annuels avec mes parents, mes oncles, cousins, cousines. Donc, j'ai tout le temps grandi dans ce monde-là. Puis j'avoue que j'ai tout le temps été passionné de pêche. Ou point tel où, justement, quand tu t'en viens à te demander qu'est-ce que je veux faire dans la vie, autour du cégep, en voie d'aller à l'université, et bien, c'est là que j'ai pris la décision de m'en aller dans le domaine de la biologie en me disant justement, c'est un domaine de la pêche que j'aime beaucoup, que je pratique énormément. Peut-être que ça pourrait être intéressant d'en faire une vocation, de gérer cette pêche-là ou de travailler à protéger le poisson. Parce que quand j'étais allé en biologie, moi, c'était assez clair là, que c'était pas nécessairement pour faire de la grande faune ou du mammifère ou des oiseaux. Peu importe, moi, c'était clair que mon domaine, c'était le poisson. Je savais pas à ce moment-là, par contre, j'allais me ramasser à travailler sur le saumon. Puis justement, au cours des études, c'est là, je pense que c'est pendant mon bac, la première fois que j'ai pêché le saumon avec mon père. Par la suite, j'ai rencontré ma copine actuelle, qui elle aussi est une pêcheuse de saumon. Fait que dans ce contexte-là, là, de plus en plus, je me suis initié à la pêche au saumon, que j'ai adoré d'ailleurs. Et dans le cadre de mon travail, suite à mes études, je me suis trouvé un poste dans un organisme de Bassin-Versant, c'est pas loin, sur la rivière Jacques-Cartier, où j'ai fait une étude là, sur le saumon. C'était mon premier travail, mon premier contact professionnel avec le saumon. Et par la suite, j'ai été engagé au ministère de la Faune. À l'origine, je ne travaillais pas à la gestion, je travaillais à l'encadrement des territoires fauniques, les ZEC réserves fauniques, mais j'étais en charge, je travaillais sur les territoires de pêche au saumon.
Puis c'est en 2015 là, que j'ai basculé vers le côté gestion. Donc là où on travaille avec les règles de pêche, l'abondance de la ressource, où on vient vraiment plus gérer la ressource saumon. Donc là, ça fait maintenant 7 ans là, que je suis là-dedans. Puis j'ai découvert une espèce passionnante. Puis, fragile, passionnante. Fragile, passionnante, avec un mode de vie complexe, donc qui nécessite beaucoup d'efforts. C'est une espèce qui est très étudiée, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle a un mode de vie complexe. Donc, c'est un défi très stimulant au quotidien. Là, on a une gestion unique au Québec de la pêche au saumon. Je me souviens quand j'ai commencé, je pense, moi je l'appelle le roi des rivières parce que c'est quand même tout un parcours. Puis c'est tellement émouvant quand il revient dans sa rivière puis qu'on le pêche, qu'on réussit à l'attraper. Un peu comme l'orignal, dans le sens de l'orignal aussi, c'est majestueux, c'est grandiose. Puis, c'est aussi des ressources à protéger. Mais mettons, je sais que pour la plupart des pêcheurs, quand tu commences, c'est complexe pêcher le saumon. Tu te dis, bon, il faut les heures, puis le droit de pêche. Puis, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était bon, les tags, la remise à l'eau n'était même pas encore arrivée. Mais est-ce qu'on peut, mettons, faire un bref résumé de tous les organismes et toutes les instances qui travaillent autour d'une rivière à saumon, juste pour qu'on puisse se faire un lexique de début de discussion, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent tout ça. Mais il y a des EC, il y a des pourvoiries, il y a le ministère, il y a les gestionnaires. Oui. Je vous lance une grosse roche, là, puis je me dis, arrangez-vous avec ça, mais il y a du stock à dire. Mais, dans le fond, là, si je peux débuter, c'est que on a le ministère. Oui. Le ministère de la Faune, c'est le ministère qui va gérer la ressource. Et par la suite, pour gérer cette ressource-là, pour gérer les activités de pêche, ils vont déléguer la gestion des organismes gestionnaires. Et là, ces organismes gestionnaires-là, eux, vont être attitrés à un territoire faunique structuré, puis il y en a différentes sortes au Québec. Les plus connus, naturellement, tu as les zones d'exploitation contrôlées, qui se trouvent être les ZEC, qu'eux, ils ont un mandat qui va être vraiment plus d'aménagement, d'exploitation, conservation de la faune. Fait que, puis ça, ces organismes gestionnaires-là de ZEC sont dirigés par des conseils d'administration, ainsi de suite. C'est des organismes sans but lucratif. Ensuite, on a les réserves fauniques, qui ont un peu le même principe, avec les mêmes, un peu les mêmes structures, même mandat là, qui mettent en valeur la faune, et ainsi de suite. La grosse différence qu'on a entre les ZEC et les réserves fauniques, surtout, c'est que les réserves fauniques peuvent forfaitiser des services. Fait que dans le fond, les ZEC, nous, on vend des droits d'accès, on offre de l'accès à la pêche. Dans les réserves fauniques, la réserve peut obliger d'utiliser de l'hébergement, du guidage et autres services connexes. Là. Mais ça, c'est ça. C'est les deux plus gros organismes gestionnaires qui s'occupent du territoire. Sinon, on a aussi ce qu'on appelle dans le jargon les articles 36-37, que ça, c'est des territoires privés que tu as un organisme gestionnaire qui est formé à partir de représentants de ces terrains privés-là, et qui vont avoir un contrôle ou un protocole avec le ministère pour permettre l'accessibilité et la gestion faunique de ces territoires-là qui ne seraient pas accessibles sans ça, vu que c'est des propriétés privées. Là. Puis au Québec, on a juste, deux. Là, on a la rivière Malbaie et la rivière du Gouffre. Mm-hmm. Et le quatrième joueur qu'on peut rentrer dans la balance aussi, ça va plus se rapporter sur les territoires nordiques, les rivières du nord du Québec, avec les pourvoiries, qu'eux vont jouer un rôle, entre autres aussi un peu avec la gestion faunique, récolter des données, et aussi au niveau de l'accessibilité pour permettre aux citoyens d'aller dans ces rivières-là. Wow, beau résumé. Ça fait un bel écosystème. Puis le ministère se retrouve à avoir en dessous là, de son tapis toutes ces branches-là, en fait. Oui, ben c'est en plein ça. Là. Je pense que Sébastien a fait un beau résumé de la situation. En fait, c'est que le ministère, lui, va établir justement les règles de pêche. Donc, premièrement, quand tu parlais de complexité tantôt, la première chose qui peut être déstabilisant quand on parle de pêche au saumon, quelqu'un qui veut s'initier, c'est « Oh, il y a un permis spécial, je peux pas y aller avec mon permis normal. » Donc là, oui, le ministère a établi un permis spécial pour le saumon. Il associe un nombre d'étiquettes. Qui fixe finalement le nombre de poissons qu'on peut prélever dans l'année. Donc ça, c'est des décisions qui sont prises par le ministère. Les quotas, par la suite, sur chacune des rivières. Donc quand on vient dire, sur la rivière Matane, c'est 2 petits saumons par jour. Par la suite, on a des discussions avec l'organisme quand ce qui a trait à la récolte du grand saumon. Donc c'est des décisions qui sont prises en partenariat, mais les règles plus générales sont vraiment établies par le ministère. Mais, comme Sébastien le dit, c'est que le ministère aussi établit des territoires partout au Québec sur plusieurs rivières à saumon. Et la gestion des activités de pêche, entre autres, parce que c'est plus que ça, là, la gestion d'un territoire, c'est confié à des organismes comme celui que Sébastien gère sur la rivière Matane.
Donc, c'est ça, là, tu l'as bien dit, les réserves phoniques, les EC, les pourvoiries, la grosse différence, je pense, justement, peut-être pour compléter les propos de Sébastien, c'est que les pourvoiries sont des entreprises privées, comparativement aux EC réserves phoniques qui sont, de manière générale, gérées par des organismes sans but lucratif. Souvent, réserves phoniques, ailleurs dans le réseau des territoires phoniques du Québec, on pense beaucoup à la CEPAC. Dans le cas de la pêche au saumon, c'est un peu une exception où on a 4 réserves phoniques sur des rivières à saumon qui ne sont pas gérées par la CEPAC, qui sont gérées par des organismes sans but lucratif. Là, Sébastien l'a expliqué rapidement tantôt. Mais on a aussi quelques rivières à saumon qui, elles, sont gérées par la CEPAC. Donc, je pense que là, ça fait quand même... Ouais, ça fait le tour. Ah ouais, un beau résumé. Puis, juste... Là, dans le fond, on a plein de rivières à saumon qui ont des statuts différents. Mais là, ces rivières à saumon-là, justement, ils ont des statuts différents, ils ont des réalités différentes. Et c'est ça la beauté de la chose avec les rivières au Québec, c'est qu'on a une gestion rivière par rivière. Donc, chacune des rivières a ses particularités, sont gérées d'une façon avec ses couleurs, ses images. Et là, ça va découler du plan de gestion provincial sur la gestion du saumon. Donc, dans le fond, avec le ministère de la Faune, qui ont mis en place un plan de gestion. Ce plan de gestion-là, par la suite, est surtout basé sur la conservation du saumon, puis la conservation va être basée surtout sur les calculs de déposition d'œufs en rivière. Donc, dans le fond, chacune des rivières a un niveau de déposition d'œufs qu'il doit avoir. Dans le fond, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'avoir... ce que le ministère essaie de faire... Parce que on essaye tout ça. J'explique ta job. Tu connais bien notre fonctionnaire. Tu es capable d'en parler en masse. Gêne-toi pas. Dans le fond, chacune des rivières a un niveau de déposition d'œufs qui lui est attitré. Et le but, c'est d'avoir un nombre de géniteurs suffisant en rivière pour assurer ce taux de déposition d'œufs qui va permettre un recrutement, une pêcherie durable dans le temps. Là. C'est ce qu'on voit dans la saison quand on nous dit que oui, il y a eu tant de grands géniteurs qui sont montés, de grands saumons, mais là on fait OK, on ouvre pas un secteur de rivière. C'est exactement ça. Ou une rivière. Je te laisse aller. Oui, je vais compléter, mais rapidement, c'est que quand tu parles de possibilité de récolter des grands saumons, on établit, là, grosso modo, basé sur ce que Sébastien dit, la disponibilité d'habitat, on va établir 3 grandes catégories des rivières. On va dire soit que la rivière est dans une zone saine, donc elle se porte bien. Ça, c'est basé sur les moyennes d'abondance des 5 dernières années. Donc, si on a toujours atteint les objectifs qu'on avait fixés pour la rivière, exemple, une rivière donnée, on va dire, considérant cet habitat-là disponible, considérant qu'une femelle dépose tant d'œufs en moyenne, parce qu'elle pèse tel poids, parce qu'il y a 60% de femelles chez les grands saumons, on estime que s'il y a 2000 saumons dans la rivière, eh bien, on atteint cette capacité de support-là de la rivière. Donc ça, c'est un exercice qu'on fait pour chacune des rivières du Québec, basé sur des données qu'on a d'abondance historique, sur des modèles, évidemment. Et là, on vient catégoriser chacune des rivières. Donc, on dit, la rivière Matane, elle est dans la zone saine, donc elle se porte bien. Cette rivière-là est dans la zone de prudence, donc elle ne se porte pas mal, mais elle ne se porte peut-être pas suffisamment bien pour qu'on y prélève du grand saumon. Et cette rivière-là, exemple, elle est dans la zone critique. Donc, on considère que la population ne se porte pas très bien. Donc, le plan de gestion, ce qui vient baliser avec ces grandes catégories-là, c'est de dire, les rivières dans la zone saine, c'est là qu'on a des discussions, exemple, avec Sébastien et les organismes qui gèrent la pêche. Les rivières dans la zone saine, est-ce qu'on veut permettre une certaine exploitation du grand saumon en cours de saison? Si les montaisons sont suffisantes, est-ce que l'organisme est ouvert? Quelles sont les cibles qu'on se fixe? Donc là, Sébastien et son conseil d'administration peuvent arriver et dire, nous, on voudrait qu'il y ait tant de saumon. S'il y a tant de saumon dans la rivière, on est d'accord. Évidemment qu'on ne peut pas aller en dessous du nombre minimum de saumon qu'on juge nécessaire. Ouais. Mais s'il y a une volonté, comme exemple, c'est le cas de la rivière Matane, on peut ouvrir une pêche au grand saumon. Un autre exemple, la rivière Bonaventure, eux, ont complètement abandonné cette idée-là. Donc, même si c'est une rivière qui est considérée dans la zone saine, il n'y a plus d'exploitation de grand saumon sur cette rivière-là. Les rivières dans la zone de prudence, elles, on ne permettra pas, en aucune considération. Même si on a une super montaison une année donnée, le plan de gestion prévoit que cette rivière-là, c'est uniquement la récolte de petits saumons qui est permise. Puis pour les rivières en zone critique, eh bien là, on va essayer de limiter au maximum le prélèvement même de petits saumons. Donc là, ce qu'on va faire, c'est soit qu'on va permettre un nombre très limité, voire même aller jusqu'à imposer la remise à l'eau complète. Je pense qu'il est important de dire, on parle de grands saumons, petits saumons. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vise souvent à protéger les grands saumons parce que c'est là qu'on retrouve la plupart des femelles. Les madeleinots, il y a quand même un moindre impact à les prélever par rapport à un grand saumon, c'est qu'eux, à 95%, de manière générale au Québec, ce sont des mâles. Donc,
d'avoir un certain prélèvement des mâles. Normalement, on ne s'attend pas à ce que ça ait un impact sur la production d'œufs, sachant aussi qu'un mâle peut féconder plusieurs femelles. Donc, on oriente vraiment le prélèvement vers ce segment-là de population, ce que les gens appellent beaucoup les grilles, là, qui est le terme anglais pour petits saumons ou madeleines. D'avoir ce prélèvement-là chez les mâles, on vient quand même limiter l'impact de la pêche en orientant le prélèvement vers ce segment-là de population. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Puis là, quand il y a de l'abondance, on peut permettre un certain prélèvement. Puis encore là, quand on le fait, Sébastien peut en parler, on a des cibles. On sait que si on en prélève plus qu'un certain nombre, on peut refermer la pêche au grand saumon parce qu'on ne veut pas non plus que le fait de le permettre devienne un bar ouvert. Puis là, on se rend compte qu'on n'atteint pas nos objectifs en fin de saison. Donc, c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on se fixe des objectifs en début de saison. On dit que ça prend tant de grands saumons dans la rivière en fin d'année. Le fait de permettre la pêche au grand saumon ne doit pas compromettre l'atteinte de cet objectif-là. Oui, absolument. Puis, si je complète là-dessus, c'est que là, Maxime vient de super bien résumer le plan de gestion. Et le déploiement de ce plan de gestion-là va être beaucoup... c'est les gestionnaires de rivière parce que la force du plan de gestion, c'est les données. Et les données, dans le fond, les rivières à saumon, les gestionnaires vont dénombrer les saumons. Dans le fond, on va regarder c'est quoi les montaisons, c'est quoi qui rentre dans la rivière, vont récolter les statistiques de pêche, donc qu'est-ce qui sort de la rivière et la pression de pêche avec le nombre de pêcheurs. Et donc, grâce à ça, justement, on peut avoir cette gestion fine-là, rivière par rivière, ce qui est notre force. Donc, une rivière, quand on est capable de venir monitorer ce qui se passe vraiment au niveau de la population d'une rivière X, on est capable d'apporter des ajustements nécessaires, puis c'est vraiment ça qui fait en sorte que nos populations sont super bien suivies, puis qu'on a une super bonne gestion par rapport à ça. Bien vraiment, là, c'est clairement reconnu partout, en fait, que la qualité des données puis qui sont récoltées, je pense que c'est quoi, une quarantaine de rivières qui sont moyenne dénombrées à peu près, à chaque année. C'est énorme là, par rapport à la quantité de rivières qui sont pêchées. Finalement, on suit les rivières où il y a le plus de pêche qui se fait aussi. Fait qu'on peut vraiment dire qu'on a un portrait très, très fin de nos populations de saumon au Québec. Puis là, je vais me permettre quand même de faire un petit clin d'œil aux gens qui nous écoutent. De là, l'importance de déclarer nos remises à l'eau. Oui. Ça fait aussi partie des données qui sont récoltées par les gestionnaires de rivières. Puis de par tout ce que vous venez d'expliquer, on voit encore plus l'importance de recueillir de façon rigoureuse ces données-là qu'on a en fait depuis longtemps. Là. C'est ça qui est fascinant aussi. On a des données depuis 1984 sur bien des rivières. Oui, puis même avant dans certains cas, mais de manière, notre vraie série temporelle structurée, on la commence à 84, mais on a des données qui remontent avant ça, mais oui, on a super... Je suis curieux de voir, parce que ça aurait été impensable. Moi, j'ai commencé il y a 17 ans à pêcher, puis toutes les discussions de bord de rivière, puis on parle de la Matane, puis je le dis ouvertement là, à la caméra et à l'audio, sinon c'est ma rivière préférée. Là, j'ai des grands moments. Mon album photo personnel est pas mal rempli d'amour et d'amitié. Mais je serais curieux de voir de votre point de vue comment ça s'est instauré, tout ça. Là, comment on décide. Parce que moi, je trouve que la remise à l'eau, c'est les premières années, les premières remises à l'eau, c'était épeurant, dans le sens que tu remettais ça à l'eau, tu avais peur de blesser le saumon, tout ça, mais de plus en plus, on est devenus bons, en tout cas, nous autres, notre gang, puis je fais comme, il y a quelque chose de très émouvant aussi, puis surtout à la pêche d'automne, quand il y a une belle grosse bedaine, puis tu remets ça à l'eau, il y a quelque chose, on dirait que tu fais partie un peu de l'histoire du saumon, mais je serais curieux de voir de votre côté comment ça s'est bâti, dans l'ombre au début, parce que, vous marchiez sur des œufs, il y a les discussions de fausses, en tout cas, surtout à Matane, c'était presque impensable. On disait c'est fini. Là. Vous allez tuer la région, le tourisme. Il y a des jobs qui viennent avec ça. C'est que je suis prêt à vous entendre là-dessus, mais je suis curieux de voir comment ça s'est passé. Moi, honnêtement, j'étais pas là à l'origine. J'étais trop jeune, mais la remise à l'eau a quand même commencé au début des années 2000 là, de manière plus réglementaire. C'est-à-dire qu'on est venu obliger sur certaines rivières à remettre à l'eau les grands saumons. On l'a entendu dans le cadre du plan de gestion, ça c'est plus des années où moi j'étais présent, là, 2016 ou autour d'eux, un petit peu avant, là, quand on a commencé à parler, à l'instaurer de manière plus structurée partout au Québec. Puis oui, on l'entendait, on allait complètement tuer l'industrie de la pêche. Clair. Et pourtant, tant mieux, hein, le pari a été gagné, ça a fonctionné, l'industrie se porte bien, mais il y a effectivement un risque, puis il faut quand même comprendre qu'il y a certains pêcheurs pour lesquels eux remettent à l'eau un poisson, c'est pas dans l'esprit pour lequel ils pêchent. Il y en a que c'est comme ça, ils pêchent pour pouvoir récolter, il faut respecter ça, mais je pense que graduellement,
on s'en va vers une relève qui est ouverte à ça, puis qui veut de plus en plus le faire. Puis on le voit même, là maintenant, on l'instaure de manière... on l'a instauré depuis bon nombre d'années de manière obligatoire. C'est-à-dire, si tu prends un grand saumon sur telle rivière à tel moment de l'année, tu es obligé de le remettre à l'eau. Mais on le voit même des gens qui vont remettre à l'eau des madeleines, des petits saumons qui pourraient garder. Puis on a un permis au ministère qui est exclusif, ça veut dire tu as un permis de remise à l'eau obligatoire. Donc même si tu veux, tu décides d'en acheter à ton permis. Moi, je ne conserverai pas mes saumons, je m'en vais pêcher pour le plaisir. Donc, je pense que s'il n'y avait pas eu à l'origine cette décision-là de prise qui a amené un mouvement de faire comprendre la remise à l'eau, on n'aurait pas pu, je pense, en 2015, dire on commence de manière aussi élargie et structurée. C'est parce que ça avait commencé avant puis que ça s'est instauré graduellement dans les mentalités, dans les façons de faire. Mais c'est sûr qu'il y a quand même une certaine mortalité qu'on doit considérer, ça, il faut le dire. Hein. On joue quand même avec un poisson qu'on va remettre à l'eau. Il y a des risques de blesser, effectivement. Ouais. Il y a tout un comportement que les pêcheurs doivent adopter. On doit faire attention quand même à cette ressource-là quand on sait qu'on va la remettre à l'eau. La longueur du combat, puis toute la façon de faire, les manipulations. La chaleur de l'eau aussi. Souvent, là, les pêches, ça sera un autre sujet, mais pêcher quand il n'y a pas beaucoup d'eau puis il fait chaud, quand l'eau est chaude, éventuellement, ça va sûrement devenir un futur règlement qui se prépare, mais c'est quand même... Puis, comme Maxime l'a dit aussi, l'évolution a fait en sorte que maintenant, également avec le plan de gestion, le nombre de remises à l'eau par jour est réglementé. On ne peut pas faire plus de 3 remises à l'eau par jour par pêcheur. Par contre, la faille qu'on a, et ça, je l'ai dit à maintes reprises, c'est que dans la loi, on dit qu'on ne peut pas faire plus de 3 remises à l'eau, sauf qu'il n'y a aucune obligation du pêcheur de les déclarer. Ouais. Donc, ça prendrait vraiment une modification au niveau du ministère, au niveau de la protection de la faune pour rendre obligatoire la déclaration des remises à l'eau. Alors là, présentement, vu qu'il n'y a pas d'obligation, il faut s'en remettre aux bonnes foi des pêcheurs de faire leur déclaration. Et malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. L'été passé, dans la saison 2022, il y a eu un mouvement que quelques pêcheurs, puis des pêcheurs qui pêchent beaucoup, là aussi, qui font énormément de remises à l'eau, ont... c'est un peu de boycotter ils ont décidé de ne pas déclarer leur remise à l'eau parce que ces personnes-là, on dirait qu'ils pensent que, à tort aussi, là, c'est que les remises à l'eau, c'est une statistique de pêche qui vient montrer si la pêche est bonne ou non. Dans le fond, ça vient montrer un succès de pêche. Ça peut attirer des gens. Ça peut attirer des gens sur les rivières. Et ça, ces personnes-là ne veulent pas ça. Ce que je trouve vraiment triste parce que en réalité, ces données-là de capture de remise à l'eau, ben, c'est plus au niveau aussi biologique pour être capable de venir mesurer l'impact de notre effort de pêche sur la rivière. Si, tu sais, comme sur la rivière Matane, il va se déclarer environ 300 remises à l'eau, mais si en réalité c'est 900 ou 1000 remises à l'eau, ça change complètement le portrait là, de notre gestion. Dans vos calculs, parce que si après quelques années, vous vous rendez compte qu'il y a une baisse de productivité, de moins de saumon qui arrive, tu dis c'est peut-être la remise, le taux de remise à l'eau ne peut pas être dans l'équation. Exactement, c'est ça. Donc, c'est important. Il faut que les gens comprennent, il faut déclarer les remises à l'eau. Il faut dire que les réseaux sociaux ont tout changé. Là, j'ai plein d'amis qui pêchent à Gaspé en ouverture de saison, puis maintenant, ils sont de plus en plus secrets. Parce que ils ne veulent pas attirer. Puis avant, le monde se met à devenir ami avec tout le monde sur Facebook. Puis je peux comprendre une certaine affaire. Peut-être qu'il y aura quelque chose à faire avec la FQSA ou avec le ministère ou avec les gestionnaires. Non, mais j'allais dire, non, mais à propos spontanément, tantôt, quand tu parlais, je pensais au tirage 50-50. Tu sais, quand tu vas dans un aréna, là, où tu vas moitié-moitié. Moitié-moitié, là, tu sais. Mais tu sais, je me dis, si, mettons, on disait, déclare ta remise à l'eau, mets 10$ dans le pot, puis toutes les remises à l'eau au bout du compte, tu sais, au Québec, on ramasse. Puis là, tu finis ta saison, tu reçois un appel, tu fais t'as gagné 10 000 ou t'as gagné 25. Je ne sais pas combien il y en aurait, là, peut-être des dizaines de milliers. Je pense qu'il y a une façon de rendre ça pas sexy, c'est pas le bon mot, mais je veux dire, tu sais, de rendre ça le fun, tu sais, de dire, puis une application éventuellement, où ça se fait simplement, tu reviens de ta route, ça fait 3 jours, parce que souvent, on n'a pas de réseau dans le fond du bois, tu veux bien la déclarer, tu arrives au dépanneur chez Edith, puis c'est fermé, tu dis n'importe quoi, là, tu repars de nuit, tu rentres à Montréal, puis ça, mais tu fais, tabarouette, j'ai oublié, puis 2 semaines après, tu fais, j'aurais dû... C'est que, tu sais, je pense qu'il y aura éventuellement une façon ludique, peut-être, et simple de... Ça, en fait,
on y pense déjà, c'est des discussions qui sont déjà en route parmi des pêcheurs, parmi des gestionnaires de rivières avec la FQSA, avec le ministère. C'est certain que le désir, c'est d'augmenter cette déclaration-là puis de s'assurer tout le temps d'avoir des bons chiffres qui soient rigoureux. Toutes les options sont sur la table, évidemment. Là. Je suis convaincue qu'on va réussir à trouver des solutions. L'exemple, justement, comme Sébastien a dit, de la dernière saison où on a vu une diminution de la déclaration, malgré le fait qu'on le savait sur le terrain qu'il y avait des prises. Ça nous a quand même mis la puce à l'oreille, qu'il y avait peut-être quelque chose, puis qu'il y avait peut-être un effort supplémentaire à mettre, autant pour faire de la sensibilisation, de l'information, comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est super important aussi. Là. Puis tu sais, je dirais, assurément, en tout cas, je l'apprends un petit peu, Sébastien, ce que tu me dis là, qu'il y avait une mouvance chez vous à ce niveau-là, là, de volontairement ne pas déclarer, mais tu sais, assurément que peu importe la raison qui pourrait être évoquée pour ça, moi, je suis convaincu que c'est pas les bonnes raisons. Si on croit à notre ressource puis qu'on veut la protéger, c'est important que les pêcheurs déclarent. Puis je comprends qu'il y a l'idée de se dire « Ah ben là, je veux pas me faire voler mon spot. » On n'est pas obligé nécessairement de dire la fausse, mais c'est une donnée qui est importante. Parce qu'après ça, on dit « Ah ben moi, je fais de la remise à l'eau. Moi, je crois à la ressource, je veux la conserver. » Mais c'est de parler des deux côtés de la bouche, de dire « Ouais, mais après ça, ça va booster le succès de pêche à la rivière, ça va amener plus de monde ou je sais pas quoi. » Si on croit à la ressource et on veut la protéger, comme les grands discours qu'on entend, puis je pense comme ce qu'il faut faire comme pêcheur, ben déclarer ses remises à l'eau, ça fait partie d'un comportement responsable. J'irais plus loin que ça. Il y a une grande communauté de pêcheurs, puis j'ai plusieurs amis qui sont là-dedans, qui sont des guides, qui sont des grands pêcheurs, puis tout le monde sait sur les réseaux sociaux, puis sur les rivières, on sait, on pourrait en nommer 30, 40 ici, on les connaît tous. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'être un ambassadeur. Je pense que, moi, je dis, quand je suis sur un plateau de tournage, puis un jeune acteur de 20 ans qui arrive un peu fébrile, puis il veut savoir comment on se comporte sur un plateau de tournage, je ne suis pas en train de dire que je travaille pour ça. Là. Je ne suis pas en train de dire que ma journée de travail, je suis en train d'y montrer, mais je trouve que ces gens-là devraient être ambassadeurs, devraient montrer. Puis les vrais bons pêcheurs, ils vont trouver une façon, ils vont trouver un petit pool, un petit pot. Les fausses ne sont pas toutes devant pancarte. C'est que habituellement, quand tu es un bon pêcheur sur une rivière, puis les déclarer, peut-être en sortant de ton voyage, mais je pense que, je m'adresse à eux autres, en fait, je le fais ouvertement. Je pense que c'est à nous autres d'être ambassadeurs, puis il y a une fierté de ça. Puis je fais du chemin encore sur cette affaire-là. Est-ce que, parce que la remise à l'eau, ça a pris de l'importance, puis c'est devenu, je pense, un geste, avec ce qui se passe sur la planète, c'est un geste concret de citoyen, de citoyen pêcheur. Si nos rivières étaient patrimoniales, si on faisait une fierté au Québec là, de dire que ces rivières-là, c'est des joyaux mondiaux, comme tu peux pas faire n'importe quoi dans le Grand Canyon, même s'il y a des cow-boys qui font bien des affaires là-dedans, mais juste que dans certaines rivières, dans les États aux États-Unis, ou pour certaines truites, c'est un poisson magique. Le saumon, on sait que c'est fragile, on contrôle en partie ce qui se passe en rivière. En mer, écoute, c'est une autre affaire, mais je me dis, si ces rivières-là, je me dis, je pars une manifestation là, demain matin, là, est-ce que vous marchez avec moi? Non, mais est-ce que ce serait quelque chose de dire, ces sites-là, maintenant, on ne peut plus faire ça? C'est un peu déjà le cas. Oui, je sais, mais officiellement. C'est clair que, il y a juste 111 rivières à saumon au Québec. Là. C'est énorme. C'est sur les... C'est peu. C'est 2% de l'ensemble de nos rivières québécoises. Je sais, mais mettons, à Paris, en France, il n'y en a pas tant des rivières à saumon dans un pays. Non, je sais bien, mais juste qu'il n'y en a pas tant que ça à Saskatchewan, puis il n'y en a pas... quand même, on a 111. Mais c'est ça, on a juste 111. C'est pas beaucoup, puis on sait que... Juste 111. Bon Dieu, j'en ai fait une trentaine, c'est que, attends une minute, je n'ai pas le temps, je m'en vais, il m'en reste à faire. Mais les rivières à saumon, on le sait, le saumon en tant que tel, c'est une espèce indicatrice de la qualité de l'habitat. C'est une espèce qui va amener également des services écologiques dans nos communautés. Donc, ça amène des services sociaux, des services culturels. Les populations locales sont très attachées avec cette ressource-là dans leur milieu. Il y a également des services au niveau de nos communautés autochtones avec la partie rituelle, la partie alimentaire. Donc, ce que le saumon apporte, c'est plus que juste la bébête, c'est l'ensemble. c'est un tout. C'est une communauté. Donc, c'est important que, oui, il faudrait la réglementer davantage. Là, présentement, les rivières à saumon, ils ont un statut particulier au niveau du MPO, dans le fond, le ministère de Pêche et Océans Canada. Donc, il y a des règlements de pêche qui sont spécifiques aux rivières à saumon. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de pêcher avec des trépieds, puis c'est pêche à la mouche seulement. Et également, lorsqu'il y a des travaux qui sont faits dans une rivière, il y a des dates à respecter. Donc, au niveau environnemental, c'est très encadré. Mais si on sort du ministère de Pêche Océans Canada,
il n'y a plus de statut au niveau des rivières à saumon. Si on regarde au niveau du ministère du Transport au Canada, eux vont considérer les rivières à saumon comme des rivières navigables. Si on regarde après ça au niveau du ministère des Ressources naturelles du Québec, les rivières à saumon sont considérées comme des rivières récréatives. C'est plus que ça. Il faudrait qu'il y ait une réglementation qui permet de mieux encadrer nos rivières pour qu'on s'assure d'avoir vraiment une protection optimale, puis c'est ça, d'avoir un tout de plus. Là. C'est sûr que nous autres, au niveau de la faune, avec le plan de gestion, ça va super bien, mais il n'y a pas juste des pêcheurs là, dans nos rivières, puis faut les prendre en compte également. Là. Wow! Ça, j'adore ça. On pourrait même reculer le tape, le faire jouer 2 fois, ce que tu viens de dire, parce que je trouve que c'est porteur, puis il y a quelque chose, il y a quelque chose là-dedans, puis en même temps, je ne sais pas sur les rivières comment vous le vivez, mais il y a un manque criant de personnel, je pense. Il y a comme une planète qui s'est inventée quelque part. Là. On dirait qu'il y a des gens qui sont disparus de chez nous, du Québec. Mais mettons des agents de la faune, sur les rivières, ça fait 17 ans que je pêche, puis je pêche entre 3 et 10 jours par année. Là, j'ai vu 2 fois des agents de la faune dans plein de rivières. Je veux dire. Tu as vu des assistants, par contre. Des assistants, OK. Oui. OK, mais des agents, non, mais je veux dire assistants ou agents, mais je veux dire, il n'y en a pas tant. Est-ce que vous avez les ressources pour, on a des ressources, mais c'est sûr qu'il y en manque. Là. Il y en manque. Il y a des coûts associés à ça. Parce que là, présentement, il y a une problématique générale au niveau de la faune au Québec, c'est qu'il manque d'agents de la faune. Ça, tout le monde le décrit, puis il n'y a même pas 300 agents de la faune au Québec. Là, donc, sur un territoire aussi immense. C'est très peu. Là, nous, à Matane, on est un des paradis de la chasse à l'orignal puis de la pêche au saumon, qui se trouve être nos 2 rois de fauniques, sont protégés par... une main, c'est trop pour compter le nombre d'agents qui les protègent. Là, donc, c'est vraiment très peu. Fait que la responsabilité de la protection de la faune est un peu déchargée sur les gestionnaires de rivières. Et ce qui est correct, parce que c'est dans notre mandat, là, les EC et les réserves fauniques, surtout les EC et les réserves fauniques, les territoires fauniques structurés, se doivent d'engager des assistants à la protection de la faune pour venir épauler le travail des agents de la faune. Mais on fait quand même un bon travail. Puis, les territoires fauniques, ils ont un nombre d'heures de protection à mettre sur la rivière. Dans le fond, il faut qu'on engage des assistants qui vont faire un nombre d'heures qui va représenter un certain pourcentage de notre fréquentation. Et ces assistants à protection de la faune-là, ils ont un peu les mêmes pouvoirs, pas pouvoirs, mais peuvent faire appliquer les règlements de pêche au saumon puis les règlements de ZEC ou de réserve faunique au même titre qu'un agent de la faune. Donc, on a les mêmes pouvoirs là-dessus. Donc, si on arrive et qu'il y a une personne qui n'a pas son permis, qui n'a pas son droit d'accès ou qui a braconné un saumon, les assistants de la protection de la faune peuvent le mettre en infraction au même titre qu'un agent de la faune. C'est juste qu'ils ont certains pouvoirs qu'ils n'ont pas, là, comme des pouvoirs d'enquête, des pouvoirs d'interrogatoire, de perquisition, puis ainsi de suite, que ça relève des agents de la faune. Mais sinon, tout le reste, là, on a quand même pas mal de pouvoirs d'intervention. Puis, ces assistants de protection de la faune-là, on dit, on est une présence dissuasive contre le braconnage sur le territoire. C'est une collaboration avec les agents de la faune qu'on a des agents qui nous donnent un support sur le terrain, un support logistique. Donc, c'est une partie de notre travail. Mais on a également une partie de travail qui se trouve avec de l'éducation, de la sensibilisation auprès de notre clientèle. C'est ce que j'allais dire. En fait, il y a une partie qui se retrouve dans les mains du citoyen aussi. C'est ça, mais les assistants de protection de la faune sont sur le terrain, sont en contact direct avec les pêcheurs. Donc, c'est là qu'il y a une interaction qui se fait que là, les assistants peuvent sensibiliser sur la réglementation, peuvent sensibiliser sur les codes d'éthique à adopter entre les pêcheurs, récolter des données, des informations, ainsi de suite. Puis même, si les pêcheurs sont gentils avec les assistants, l'assistant va même conseiller quelques mouches à utiliser. Non, absolument. Ah oui, souvent, c'est des gens qui connaissent pas mal la rivière. Mais donc, en fait, au ministère, c'est presque rivière par rivière quand vous gérez, parce que chaque rivière a son écosystème, chaque rivière a ses gestionnaires. Là, on se retrouve avec un enflammé biologiste là, à Matane, mais c'est extraordinaire. Non, je sais. Comme il y a d'autres biologistes qui sont directeurs de rivière. Ah oui, OK, hein, c'est ça. On est presque rendu majoritairement des biologistes. Ah oui,
Mais donc, chaque rivière donc, a une gestion particulière au ministère. Donc, il y a des gens au ministère qui sont attitrés à quelques rivières ou il y a une personne qui s'occupe des... Ben, je vais parler de notre structure, mais il y avait quand même quelque chose sur le point de Sébastien qui a bien expliqué. Là, les agents sont des employés de l'État, donc c'est des employés du gouvernement, puis il y a les assistants qui sont des employés des rivières. Je voulais juste dire au passage que, tu sais, quand même, c'est financé en partie, là, ce travail-là, par le ministère via un programme. Donc, il y a oui, une délégation des efforts de protection qui est faite aux organismes, mais il y a aussi du soutien financier qui vient du ministère avec ça. Fin de cette Si on se fait un clin d'œil, est-ce qu'on pourrait dire au ministère qu'on pourrait avoir un peu plus de soutien financier? Mais là, je te parle pas à toi, là. Je te parle pas à toi, là. Mais mettons moi, là, qui est un pauvre pêcheur, qui veut avoir plus de mouches et d'agents de la faune sur le bord de la... Puis il y a quand même, faut pas oublier les pêcheurs, la présence des pêcheurs en soi, parce qu'une rivière qui est fermée à la pêche devient plus vulnérable à des activités de braconnage. Bon, je voulais pas, c'était pas ta question, c'était plus sur notre structure. La façon dont ça fonctionne au ministère, là, on a ce qu'on appelle le central, là, qui est finalement une espèce de boîte de coordination ici basée à Québec, où on a des biologistes comme moi qui travaillent avec des bureaux régionaux. Donc, dans chacune des régions, dans le cas du saumon, il y a des bureaux régionaux partout au Québec. Dans le cas du saumon, on parle des principales régions où il y a le saumon salmonicole, exactement. Donc, la capitale nationale, le Saguenay, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, le nord du Québec. Dans ces bureaux-là, il y a un biologiste qui est attitré au saumon. Donc, moi, à Québec, j'ai ma collègue de la Gaspésie, mon collègue du Bas-Saint-Laurent, avec qui on travaille en collaboration à gérer le saumon. Ces personnes-là en région sont, exemple, ceux du Bas-Saint-Laurent. Le bureau du Bas-Saint-Laurent va être celui qui va être en communication avec Sébastien au quotidien, s'il y a des enjeux, quand il y a des consultations à faire, quand il y a des rencontres annuelles, des bilans de fin de saison, des enjeux particuliers. Et nous, c'est ça, à Québec, on se trouve à assurer une espèce de cohérence d'où le plan de gestion, en fait. C'est ça le plan de gestion. C'est de structurer à la grandeur de la province une façon de gérer le saumon qui va être similaire qu'on soit sur la Côte-Nord ou en Gaspésie. On a des particularités, évidemment, dans chacune des régions. Sur la Côte-Nord, on a des EC, on a quand même beaucoup de pourvoiries. Dans le nord du Québec, c'est des pourvoiries aussi. Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, c'est beaucoup des EC réservoniques. Donc, le modèle d'affaires peut diverger un peu. L'abondance de la ressource peut diverger. La quantité de données qu'on a dans chacune des régions diverge, mais essentiellement, c'est que dans chacune des régions, il y a un bureau avec un biologiste, une équipe de techniciens, je n'ai pas dit encore, une équipe de techniciens qui, elle, va aller faire les travaux sur le terrain avec des collègues qu'on a aussi à Québec, des collègues techniciens. On va mener différents projets d'acquisition de connaissances, des projets de recherche, connaître l'abondance, évaluer l'impact, exemple, de la fonte des neiges, est-ce que le pH est trop acide sur des rivières de la Côte-Nord. Donc, on mène différents travaux en collaboration avec nos bureaux régionaux, en collaboration avec des gestionnaires de rivières comme Sébastien, pour aller chercher de la nouvelle donnée, aller documenter des problématiques émergentes, des changements climatiques, on pourra peut-être y revenir, mais pour finir sur la structure, c'est un peu ça, là. On a vraiment une espèce de boîte de coordination, puis on a des bureaux dans chacune des régions qui, elles, sont vraiment plus en relation avec chacune des rivières, là. Puis peut-être avant d'aller, je sais pas si tu avais envie d'aller ces changements climatiques, puis sur l'autre J'avais envie de parler de mon ami le saumon, oui. Pour savoir si on avait de l'espoir. En fait, j'aurais envie peut-être, avant de passer à ça, parce que j'ai l'impression qu'on va pouvoir partir à un autre bon bout là-dessus, mais peut-être de revenir un peu au plan de gestion. Dans le fond, on a... dans les précédents épisodes, on a vu un peu comment c'est formé, tout ce plan de gestion-là. Puis là, on a eu un nouveau plan de gestion en 2016. On a parlé un peu des tags, justement, qu'on avait diminué de 7 à 4 tags, mais il y a eu d'autres changements, en fait, entre autres sur comment on arrive à ouvrir les grands saumons. Qu'est-ce qui a changé principalement là, avant ce plan de gestion et le nouveau plan de gestion en 2016? Bon, ben, il y a eu, Sébastien l'a dit tantôt, il y a eu le nombre de remises à l'eau qui est encadré. On est venu structurer, dire, ben, sur les rivières en zone de prudence, ça va être au maximum 2 petits saumons par jour par pêcheur. Donc ça, on l'a balisé. Maintenant, pour ce qui est du grand saumon, la plus grosse différence, c'est qu'on est venu, dans certains cas, inverser la façon de faire. Parce que sur certaines rivières, c'était ouvert à la pêche au grand saumon au début de saison. Et ce qu'on faisait, c'est que si en cours de saison, on se rendait compte, on n'aura peut-être pas les montaisons pour atteindre nos objectifs, donc là, on venait fermer. Donc là, en inversant cette façon de faire-là, puis il y a déjà des rivières qui ouvraient, qui commençaient en remise à l'eau des grands saumons, obligatoires, et qui ouvraient. On est venu ça l'imposer partout. On a quelques exceptions quand même, mais on est venu rendre ça structuré, cohérent partout, de dire,
On débute en remise à l'eau. Et puis, si les montaisons sont suffisantes, eh bien là, on pourra permettre une certaine rétention. Donc, d'un point de vue d'atteindre nos cibles de fin de saison, c'était quand même une façon plus logique de procéder, de venir se dire, attendons de voir quelles sont les montaisons. Et si on voit qu'on l'a, là, on pourra peut-être aller piger un petit peu dans le surplus récoltable. Donc, ça, c'est pour la pêche au grand saumon. Dans le cadre du plan de gestion, ça a été un des gros changements. Par la suite, c'est qu'on est venu aussi dire, la date où on peut le décider, c'est au 1er août. Pour pas arriver avec des rivières qui vont ouvrir au 15 juillet, l'autre qui va ouvrir parce qu'avant, ça se faisait un petit peu aux aléas de... Des montaisons aussi. Des montaisons, puis dans certaines rivières, c'est que comme Sébastien, sur la Matane, ils ont une passe migratoire. Donc, demain matin, je lui demande comment un saumon dans sa rivière, il est capable de me le dire. Il peut même t'envoyer des photos. Il peut même m'envoyer des photos. Je sais. Puis, cette passe migratoire-là est extraordinaire. Mais sur d'autres rivières, la Gaspésie est le meilleur exemple, c'est que ça prend des décomptes en rivière. Donc, ça prend des plongeurs en apnée qui vont aller descendre, qui vont les compter un par un. Donc, si on arrivait et on était capable de faire le décompte uniquement le 8 août, puis qu'on savait qu'il n'avait assez, là, c'est le 9 août qu'on pouvait ouvrir. Donc là, on est venu dire, désormais, on va faire les décomptes à la fin juillet de manière structurée partout pour prendre cette décision-là au 1er août. Donc, on est venu ramener tout le monde dans le même moule. Je pense que c'est plus facile aussi pour... les pêcheurs, ils le savent. Le 1er août, on le sait qu'est-ce qui est ouvert, on le sait qu'est-ce qui n'est pas ouvert, on connaît les attentes. Fait que comme ça, c'est plus facile au niveau de la compréhension de tout le monde, là, de la bonne réglementation. Oui, je sens que Sébastien, je disais quelque chose. Vas-y. Je vais raconter une anecdote. Oui! Le plan de gestion a été mis en place en 2016 et c'est en 2016, dans le fond, que, comme Maxime disait, c'est qu'avant, il y avait certaines rivières dont la Matane, qui avait une gestion inversée. Là, dans le fond, on capturait les grands saumons, puis ensuite, on se rendait compte, il va peut-être en manquer, là, on fermait. Ce qui n'était pas prévu dans le nouveau plan de gestion. Et quand on a fait la présentation tantôt, on disait qu'en 2014, on avait une saison catastrophique et que sur la rivière Matane, en 2015, on a changé le modèle d'affaires, le modèle de gestion de la rivière en mettant des secteurs contingentés, mais également en demandant au ministère de commencer la saison en remise à l'eau des grands saumons. Donc, la saison 2015, on a un peu servi de cobaye à leur plan de gestion, à notre plan de gestion. Quel impact, comment les pêcheurs vont recevoir ça, cette nouvelle façon de faire-là pour les rivières qui n'étaient pas déjà en remise à l'eau en début de saison. Puis toi, de ton côté, à Matane, les pêcheurs... Il faut parler de la Matane. Ça s'est passé comment? Il y a eu de la réticence au début, c'est clair qu'il y a eu... c'est un changement de paradigme. Puis comme dans n'importe quelle sphère de la société, il y a tout le temps de la réticence au changement. Mais on n'a rien inventé. Là. Dans le fond, on a mis en place quelque chose qui existait déjà sur ces autres rivières. Puis ces autres rivières, il y avait des pêcheurs. Pourquoi que ça ne fonctionnerait pas chez nous? C'est sûr que la première année qu'on a mis ça en place, la fréquentation a été un peu plus basse que d'habitude. Pas plus basse que d'habitude, mais... j'avais quand même une bonne fréquentation là, de 5500 jours pêche environ, mais on a fini la saison avec des bénéfices alors que certaines personnes disaient qu'on allait tuer la rivière, tuer la ZEC, puis qu'on allait cracher l'organisme. Puis au bout de la ligne, nos bénéfices ont fait en sorte qu'on a eu les meilleurs bénéfices même avant quand on était en capture des grands saumons là, en début de saison. Donc ça a super bien marché. Puis je pense que ce ministère devait être content de voir ces résultats-là en 2015. Tout à fait. Puis c'est un bon point que tu dis, Sébastien, parce que le plan de gestion il a été mis en œuvre en 2016. On parle toujours de 2016, mais en 2015, il était encore dans le four, il n'était pas tout à fait prêt. Mais on avait quand même la saison 2014 qui avait vraiment pas été une bonne saison de montaison de grands saumons. Donc on a décidé... Il fallait prendre des décisions. On a décidé d'appliquer certaines modalités qui étaient déjà pas mal attachées du plan de gestion. On disait on va les mettre en œuvre en 2015. Puis là, j'ai pas la réponse, mais quand tu dis qu'il y a une petite baisse de diminution, mais je pense aussi, en tout cas, on l'a vu de manière générale au Québec, je pense que les pêcheurs, quand il y a une année comme 2014, c'est sûr qu'en 2015, il y en a certains qui vont attendre un peu de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, le résultat de la baisse d'achalandage est peut-être un mélange de les nouvelles modalités qu'on avait mis en place avec peut-être les contre-coups de 2014. Oui, c'est clair que 2014, ça reste marqué dans l'esprit des pêcheurs. Ouais. Ça a été un peu effrayant. Exact. J'aurais envie qu'on parle un peu, assez récemment, je pense au printemps, vous avez publié un rapport, un bilan sur la première moitié du plan de gestion. Il faut savoir en fait que le plan de gestion du gouvernement pour le saumon est d'une durée de 10 ans, fait que ça s'applique de 2016 à 2026. Évidemment, il est un peu en amélioration continue, mais officiellement, le cadre est là, 2016-2026. Ça fait peut-être...
presque 2 cycles de saumon. Fait qu'au bout de 5 ans, il y a eu un bilan qui a été fait, puis j'ai trouvé ça quand même intéressant, là, entre autres, la diminution du nombre de prélèvements qui a été fait depuis le début du plan. Peux-tu me lancer les grandes lignes, en fait, de vos conclusions? Oui, je vais y aller vraiment dans les grandes lignes, mais il y a quand même un élément, c'est ça, tantôt on disait, on a passé de 7 à 4 dans le permis, permettre de garder 7 saumons à 4, mais un des gros changements que j'avais pas dit, c'est que dans le 4, que tu as le droit de garder annuellement avec ton permis de pêche, c'est au plus un grand saumon par pêcheur. Donc, non seulement on ne permet plus d'en garder 7 total, avant ça pouvait être 7 grands saumons. Là, si tu veux garder du grand saumon, à part les rivières, certaines rivières comme celle du nord du Québec, là, où on a toujours des petites exceptions, mais de manière générale, le pêcheur ne peut que garder un grand saumon. Donc, si je m'en vais sur la Matane, après le 1er août, pendant qu'elle est ouverte au grand saumon, je prends mon grand saumon, je m'en vais sur la York après, qui est aussi ouverte au grand saumon, je lis plus mon étiquette. Ouais. Donc, ça l'a grandement aidé. Le nombre total d'étiquettes qu'on a sur le permis a causé une diminution du prélèvement, c'est évident, mais le fait de pouvoir juste garder un grand saumon a un impact aussi direct sur le nombre de grands saumons qui sont prélevés à la pêche. De sorte que quand on compare 2016, la période 2016-2020, donc une période de 5 ans, avec les 5 années avant le plan de gestion, donc 2011 à 2015, on constate qu'il y a plus de 50% de diminution dans le prélèvement du grand saumon. Ça veut dire que on prend plus de 5... On remet à l'eau plus de 50% de grand saumon par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc, c'est énorme là, pour... Et il y a plus de jours pêche. C'est ça. Et on a augmenté un petit peu l'achalandage. Avec la pandémie, l'achalandage. Exactement. Ben, on ne se cachera pas. Il ne faut pas non plus penser que c'est juste le plan de gestion qui a causé ça. Il y a un engouement marqué pour la pêche au saumon. Mais ce que ça nous indique quand même, c'est que les mesures réglementaires n'ont pas été un frein à ce que l'activité de pêche au saumon soit une activité en vogue puis que les gens apprécient puis s'initient à cette activité-là. Donc, on a vu une augmentation dans la fréquentation de quelques pourcents, mais dans un contexte où la chasse et la pêche est une activité qui stagne, voire même qui diminue en termes d'achalandage, d'avoir une augmentation aussi minime soit-elle. On parle de 5% là, d'augmentation de fréquentation par la pêche. Pour nous, c'est une excellente nouvelle. Couplée à une diminution marquée du prélèvement des grands saumons, ben, ça prouve, puis c'est dans les premières lignes du plan de gestion, l'objectif, c'est de concilier, on ne se cachera pas, son exploitation durable, donc de permettre une certaine récolte, une mise en valeur, mais tout en assurant quand même sa conservation. Donc, on a une activité qui est en augmentation en termes de fréquentation par les pêcheurs, mais qui est quand même couplée à des mesures de protection efficaces là, par la remise à l'eau des grands saumons. Ben oui, absolument. Puis, je pense quand même que c'est certain que de façon... si on prend rivière par rivière, il y a certaines rivières ou il y a certaines régions où il y a des enjeux particuliers, mais il reste que, malgré le fait que c'est relativement récent, on peut... Les dernières années, les 2-3 dernières années sont quand même encourageantes en termes de montaison. C'est certain qu'on a des enjeux plus globaux pour toutes. Tu voulais parler un peu de l'avenir de notre en fait, c'est ça. C'est sûr que quand on ouvre le journal, on ouvre la télé, je dirais, ça s'est intensifié depuis une quinzaine d'années, mais depuis 2, 3, 4, 5 ans. Puis dans la dernière année aussi, comme parents, comme pêcheurs, comme gars qui aiment la nature, on s'inquiète. On s'inquiète de tout. Y a-tu de l'espoir pour la torpille grise? Ce que je pense, c'est que oui, il y a de l'espoir. Je vous entends, mais il y a des bonnes nouvelles. En fait. Oui. Mais là, on le sait, avec les changements climatiques, les phénomènes météorologiques vont être plus intenses, les périodes d'étiage en rivière vont être également plus intenses. Et il faut qu'on soit prévoyant, je pense. Puis, on parle depuis tantôt dans les mesures de conservation, on parle beaucoup de la remise à l'eau. Sinon, il y a des plus petites rivières aussi qu'eux, ils ont mis en place des protocoles d'eau chaude pour protéger leur petite population de saumons qui sont en difficulté. Mais je pense qu'il faudrait aller une étape supplémentaire. Puis nos rivières à saumon, ce qu'on devrait faire, c'est de travailler sur l'environnement puis venir protéger les processus écologiques de nos rivières. Là-dessus, je pense que Myriam m'approuve. Clap. Quand on parle de protéger les processus écologiques, c'est, je peux donner des exemples vite, c'est protéger nos refuges thermiques qui sont des habitats clés pour nos saumons.
assurer la connectivité dans l'habitat avec les tributaires qui se jettent dans les rivières, qui sont des habitats de taconnage, dans le fond, qui vont jouer un rôle critique, un rôle clé sur la reproduction puis la productivité de nos rivières. C'est de travailler avec les autres acteurs, autant foresterie, surtout foresterie pour venir protéger nos rivières. Donc, je pense vraiment que la clé pour nous, pour permettre d'avoir des populations durables dans le temps, ça va vraiment être de protéger nos écosystèmes. Je suis 100% d'accord, puis je suis complètement d'accord avec le fait qu'il faut tout le temps se regarder le nombril aussi comme pêcheur. Je pense il y a tellement du beau travail de fait, justement avec le plan de gestion, puis tout le réseau des gestionnaires avec la FQSA. C'est super, puis on est en amélioration continue. On aura assurément l'occasion de jaser tantôt un peu du projet pilote pour la pêche en eau chaude. Puis, tu sais, il faut tout le temps être prévoyant puis en amélioration de nos modalités de pêche. Mais peu importe ce qu'on fera, si on ne protège pas l'habitat, si on ne protège pas les processus écologiques, moi, je pense qu'on ne réussira pas à s'adapter. On passera à côté de quelque chose. Vraiment, il faut tellement miser sur la qualité de nos rivières. Je trouve qu'on a déjà des rivières qui sont de bonne qualité. Il y a déjà beaucoup de choses au Québec, entre autres, avec la gestion intégrée par bassin versant. Et, c'est assez inculqué, je dirais, dans les différents milieux. Fait qu'on peut réfléchir à l'impact des activités anthropiques sur la qualité des habitats, entre autres pour le saumon, mais il faut tellement continuer dans cette voie-là pour assurer une pérennité qui est... En tout cas, oui, assurément, il y aura, en misant là-dessus, il y aura une pérennité de la pêche, puis il y aura une pérennité pour le saumon atlantique, mais je pense pas que c'est des modalités de pêche qui vont tout régler, en fait. Si on oublie les habitats, si on oublie le fond du problème, on passe à côté de l'essentiel. Moi, je suis d'accord avec vous parce que tu sais, on dit souvent, puis on se le cachera pas, hein, dans les années 80-90, le saumon a connu quand même un déclin assez important qui s'est stabilisé, heureusement, là, au Québec depuis les années 2000. Mais on dit toujours, c'est la mortalité en mer, c'est la mortalité en mer. C'est vrai qu'il rencontre au cours de son cycle de vie là, la fameuse migration en mer qui est une boîte grise. On comprend mal, puis on essaie de documenter qu'est-ce qui se passe là, pourquoi il n'en revient pas autant qu'avant. Mais ça n'empêche pas qu'après ça, comme tu parlais de regarder notre nombril, on a un élément sur lequel nous, on a un impact, c'est nos rivières. Comment on peut essayer de protéger nos habitats. Puis je suis entièrement d'accord avec vous, on a des mesures déjà qui existent au regard des coupes forestières, la gestion intégrée par bassin versant, il y a des choses de fait. La protection des refuges thermiques en est une pour lesquels il va y avoir beaucoup d'emphase de mise avec les changements climatiques, là, pour être sûr que tout le monde comprend. Les refuges thermiques, ce sont les zones d'eau plus froide où les saumons peuvent aller prendre refuge lors des canicules. Où il y a des petites sources qui arrivent, ou un réputaire qui arrive. Mais souvent, c'est des choses qu'on peut ne pas voir aussi, comme des résurgences souterraines. Donc, on a un écoulement souterrain qui vient rejoindre la rivière à un endroit précis, qui amène de l'eau qui était dans le sol, donc qui est fraîche, qui peut être minuscule comme qui peut être plutôt grosse. Donc, des fois, on a des endroits minuscules qui peuvent être utilisés plus par les juvéniles, mais on a des endroits de grande superficie où les adultes peuvent prendre refuge. Et ça, c'est vrai que dans le cadre des changements climatiques, c'est un enjeu important de, premièrement, les identifier, parce que les gens sur le terrain, comme les Sébastien et son équipe, c'est sûr que c'est des endroits qu'ils doivent connaître, mais des fois, ça prend des outils particuliers aussi pour les identifier. Donc, mieux documenter, aller cartographier ces endroits-là, ça, c'est un point sur lequel on travaille avec au ministère, avec la FQSA, avec l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, et travaille beaucoup là-dessus. Donc, ça, c'est un emphase qu'il va falloir mettre dans les années à venir pour... C'est une connaissance des rivières qu'on n'a pas nécessairement actuellement. Un niveau de connaissance peut-être qui n'est pas suffisant pour faire face au changement. C'est ça, qui n'est pas suffisamment fin, mais sur lequel on met de l'emphase. Puis c'est important de le faire pour après ça dire, bon, ben OK, on a un projet là je sais pas, on a un projet de développement quelconque sur cette rivière-là. Ben, cet endroit-là, c'est un endroit clé parce que c'est un refuge thermique pour le saumon. Mais si on le sait pas, ben c'est là peut-être qu'on peut avoir des problèmes. Donc, on protège autour. On protège à ce moment-là les coupes de bois. On s'assure qu'autour de ça, il n'y a pas d'embarque. On s'assure de... C'est ça le refuge, préparer son refuge thermique, préparer le spa des amours, dans le sens qu'ils vont s'en venir là, puis ils vont être bien. Le spa fret, c'est ça, métatuc, mais c'est dans le sens de leur dire, OK, on a répertorié sur la matane, je sais pas, 5, 6, 3, 4, 5, 10, peut-être, je sais pas, d'endroits, tu fais, OK, là, on peut plus
s'il allait se construire un chalet là, je sais pas, ça va-tu jusque-là? Il y a plein de choses qui peuvent être faites, puis ça dépend de la sorte de refuge thermique. Je peux donner un exemple. Là. On se rend compte aussi de plus en plus, entre autres, les refuges thermiques qui sont associés à des tributaires froids vont être aussi associés à des milieux humides qui vont être en amont de ces tributaires-là. Okay. Fait que si on dit, OK, il faut protéger ce refuge thermique, mais il faut protéger le processus par lequel ce refuge thermique-là se crée, qui est donc de protéger le tributaire. Donc, ça y prend des bandes riveraines. Il faut éviter je sais pas, construire un golf, un stationnement. Par exemple, un stationnement. Mais il faut aussi protéger le milieu humide qui est en amont. Fait que ça peut prendre toutes sortes de formes, tout dépendant de quelle façon se forme le refuge thermique. Mais on voit à quel point que si on le regarde vraiment de façon large, protéger les refuges thermiques, il faut vraiment comme protéger toutes les étapes par lesquelles il peut se former. Donc, c'est prendre les températures. C'est plus juste prendre la température comme on la prend des fois avec certains pêcheurs. C'est de prendre la température de 12 pieds, 15 pieds, 20 pieds au-dessus. C'est tout un... Et ce que Myriam dit aussi, c'est que là, il faut avoir une vision macro. Dans le fond, voir l'ensemble de l'habitat, l'ensemble, ce qu'il y a autour de la rivière. Et pour faire ça, pour appliquer ces mesures de conservation-là à l'ensemble régional, à l'ensemble, à l'échelle macro, ça ne sera pas juste les gestionnaires de saumon qui vont être capables de faire ça, ça ne sera pas juste les ministères. Il faut embarquer vraiment l'ensemble des parties prenantes qui sont dans le territoire. Donc, il faut impliquer les municipalités, il faut impliquer les citoyens, les MRC, les bassins versants, les exploitants de différentes entreprises qui sont sur le territoire. Donc, c'est vraiment... Ça va prendre un travail d'harmonisation pour être capable d'arriver puis d'arrimer tout ça pour éventuellement protéger la rivière qui est le point culminant de l'ensemble des actions qui sont faites sur le territoire. Non, c'est bien dit. C'est bien dit. Oh, juste là-dessus, rapidement, c'est qu'on va dire, la rivière à saumon, la Matane, on le sait, à part là, elle finit là. Mais après ça, tu as une rivière qui va alimenter la Matane. Ouais. Et cette rivière-là peut amener de l'eau froide dans la Matane, peut créer un refuge thermique. Donc là, si il n'y a plus d'arbres pour protéger ce tributaire-là du réchauffement de ses eaux, puis que finalement, l'eau qui arrive est aussi chaude que la rivière, ben là, on a un problème. Si après ça, les jeunes saumons, ou même les adultes, ne peuvent plus y entrer parce que, le ponceau est brisé, il n'y a pas juste la rivière en soi, il y a tout le grand bassin versant, où c'est quelque chose sur lequel je pense que tout le monde en est conscient, mais plus on élargit le territoire à protéger, macro, on regarde, on fait, mais c'est ça, c'est un écosystème. Plus on entre d'intervenants dans l'équation, donc ça devient... Plus on regarde le Québec en entier. Il y a de ça. Oui, c'est complexe, mais moi, en même temps, ça m'encourage de voir justement cet intérêt-là de toutes sortes d'intervenants différents, tant du point de vue environnemental, des municipalités, tout ça. Il y a de l'intérêt, puis malgré le fait qu'il faut déconstruire le mythe comme quoi les organismes gestionnaires de rivières sont là pour faire donc bien de l'argent pour la pêche, puis tout, c'est pas vrai. Oui, la pêche, c'est important, mais la protection de cet écosystème-là concerne les organismes gestionnaires, mais tout le monde qui est alentour. Fait que il y a quand même, je sais pas, j'ai l'impression que ça bouge puis qu'on voit la plus-value pour le citoyen puis pour le Québec. C'est pas mal plus complexe que la rumeur qu'on entend de Montréal, quand il n'y a pas d'eau, qu'il fait chaud, mettons, ça vient de plus en plus tôt puis ça dure de plus en plus longtemps maintenant sur les rivières, que dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige en Gaspésie cette année. Ce que j'entends de votre part, oui, assurément, il doit y avoir peut-être de ça, puis c'est tout le grand réchauffement climatique, puis on peut remonter jusqu'au Groenland si l'eau, si les glaciers fondent... elle arrive un petit peu plus chaude par ici. Là, si ça fond en haut, j'imagine que quand ça s'en vient dans l'entonnoir du fleuve, notre eau, mais c'est fascinant, en fait, le travail que vous faites, de voir, en fait, que moi, je découvre une partie comment dire, ça fait 17 ans que c'est ma grande passion. Je le dis des fois, puis je l'ai déjà dit à Myriam, je pourrais faire demain matin un autre métier. Je pourrais être pêcheur de saumon. J'abandonnerais même ce qui fait de moi ma vie depuis 28 ans. C'est fascinant.
J'ai envie de parler. Oui, vas-y. Ben, peut-être, je sais pas si, Maxime, t'avais-tu envie de parler un peu justement du projet pilote pour les modalités de pêche en eau chaude? Parce que on a parlé plusieurs fois, puis c'est ça, c'est comme à propos. Mais c'est intéressant ce qui est fait, puis c'est sûr que c'est un... Moi, je le dis souvent, là, c'est normal, un projet pilote de ce type-là, c'est quand même une grosse organisation. C'est sûr qu'il y a bien des pêcheurs souvent qui disent on devrait... mettre des ice packs dans la rivière. Faire donc bien des affaires, puis que des fois, on aimerait ça avoir tout un gros protocole de gestion de la pêche en eau chaude pour il y a 2 ans, mais tout ça est en construction, puis je trouve que le fait que c'est encore un projet pilote, ça demeure que c'est intéressant pour pouvoir ajuster les modalités jusqu'à éventuellement, j'espère qu'on va arriver à quelque chose qui va être clair, qui va faire du sens autant pour l'objectif de conservation de la ressource que dans l'applicabilité tant de votre côté que des gestionnaires de rivières. Mais ce projet pilote-là, donc je pense que ça fait 2 ans. Ben là, officiellement, ça a commencé en 2019, mais vraiment, on l'a mis plus en œuvre de manière structurée en 2020. Donc 2020, 2021, 2022, c'est la 3e année. La raison pour laquelle on poursuit, c'est une bonne nouvelle en soi, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup à l'appliquer parce que ça n'a pas été des étés qui ont été très chauds. Donc, on est encore à se dire, on ne l'a pas assez testé pour voir qu'est-ce que c'est. Mais maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, hein, parce que je vous en parle, mais on sait pas c'est quoi, c'est mystérieux. Le protocole, on se croirait dans un film d'espion. Il faudrait parler au protocole, capitaine. Protocole. En fait, tout d'abord, on a parlé de la remise à l'eau obligatoire. On a certaines rivières où le pêcheur n'a pas le choix de remettre à l'eau ses grands saumons, peu importe le temps de la saison, et même dans certains cas, les petits saumons aussi. Donc, on arrive dans une situation où on dit, ouais, mais là, le pêcheur doit remettre à l'eau, mais il est dans des conditions où c'est pas l'idéal, la remise à l'eau. Là. Il fait chaud présentement. Là. Donc, normalement, on sait qu'il y a des plus hauts taux de mortalité quand les saumons sont remis à l'eau en eau chaude. Donc, ce qui se faisait déjà dans les maritimes et qu'on a transposé au Québec, c'est à notre façon évidemment, mais on a mis en œuvre un protocole, un projet pilote où on vient gérer de manière réglementaire en cours de saison les activités de pêche. En gros, ce que ça veut dire, c'est s'il y a un certain seuil de température qui est rencontré sur des rivières, on pourrait fermer la pêche. Ça, c'est les grandes lignes. Maintenant, comment on a fait? On procède avec des organismes qui étaient volontaires pour y participer, qui nous le demandaient déjà. Au Saguenay, donc sur la rivière Petit-Saguenay, la rivière Saint-Jean, qui sont 2 rivières à saumon, là, dans le Bas-Saguenay, dans les municipalités de Petit-Saguenay et de l'Anse-Saint-Jean. Magnifique rivière. Oui. Des très belles rivières. Ouais. Des très belles rivières. Magnifique. Donc, puis c'est des rivières qui sont aux prises avec de l'eau assez chaude, puis des étiages assez sévères. Donc, il y avait une pertinence de faire ça là. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu dire, lorsque l'eau ne redescend pas sous un certain seuil de température en période de canicule, on peut fermer la pêche. Maintenant, là, ce qu'il faut comprendre, c'est quels sont les effets sur le saumon quand il fait chaud. C'est que le saumon va devenir en stress thermique, va tomber en mode anaérobie pour faire simple, c'est qu'il va sécréter des déchets toxiques dans son corps. Pour les athlètes comme moi, je comprends très bien. C'est comme l'acide lactique. C'est ça. C'est comme l'acide lactique qu'on développe quand on fait une activité physique intense. C'est ce que j'allais dire. Donc, si je te dis, tu vas t'en prendre un petit verre d'acide lactique, s'il te plaît, François. Donc, si je te dis, tu cours toute la journée, puis non seulement tu cours toute la journée, mais toute la nuit, parce que le saumon, c'est un peu ça, c'est que lui, ça va lui prendre de l'eau fraîche pour récupérer de cet effort-là, de cette demande-là que lui a occasionné l'eau chaude dans la journée. Donc, ça lui prend des périodes de répit durant la nuit ou des zones d'eau plus fraîches. Mais s'il ne l'a pas, c'est qu'il vient toujours... Il s'épuise. Ah oui, comme les vieux en temps de canicule. C'est comme si je te demandais de courir toute la nuit en plus d'avoir couru toute la journée. À un moment donné, je serais capable, mais il faudrait que je me motive. Donc là, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu dire si on contrôle les activités de pêche, au moins... Parce que là, déjà que le saumon est dans une situation un petit peu plus vulnérable, si en plus il est pêché, remis à l'eau, là, ça peut être fatal. Là. Donc, on a fixé un seuil de température qui est 22. Et puis c'est pour ça que je dis si la température ne redescend pas sous, parce que c'est important de le comprendre. Il peut faire chaud dans le jour, c'est pas nécessairement bon, mais c'est pas la fin du monde si durant la nuit la température de l'eau redescend. Le saumon va être capable quand même de se remettre assez bien de ça. Donc, lorsqu'on a des périodes de canicule, c'est souvent les nuits qui demeurent chaudes également. Et c'est là où le saumon n'a plus ce répit-là nocturne. Donc, si l'eau ne redescend pas, dans ce qu'on applique ici au Québec, si l'eau ne redescend pas sous 22 degrés la nuit, le matin, au petit matin, eh bien là, on peut prendre la décision de fermer les activités de pêche.
Là où on avait toujours un enjeu, on l'a parlé, la réglementation peut parfois paraître complexe, et à un certain niveau l'être complexe. On ne voulait pas arriver dans des situations où on ferme une journée la pêche, rouvre le lendemain parce qu'il a tombé un peu d'eau ou il a fait plus frais. Donc, on est venu déterminer que lorsqu'on décidait de fermer, c'est parce que les prévisions météorologiques nous suggéraient que ça allait perdurer pour au moins 3 jours, 72 heures. Donc, si on ferme la pêche, on la ferme pour 3 jours et par la suite, elle peut demeurer fermée 10 jours s'il faut, jusqu'à temps que les conditions redeviennent plus favorables pour le saumon. Et là, on pourra réouvrir si ces conditions-là vont demeurer favorables pour au moins 3 jours, pour ne pas non plus réouvrir une journée et refermer. Donc ça, c'est ce qu'on a préparé avec les organismes qui gèrent la pêche sur ces 2 rivières-là. Et c'est ce qu'on applique actuellement. Là, l'été dernier, on n'a pas fermé la pêche. Il n'y a pas eu d'épisode d'eau chaude. Par contre, en 2021, on a fermé 10 jours environ là, de la mi-août. Autour de la mi-août, là, de mémoire du 18 jusqu'au 28 août, sur ces 2 rivières-là. La façon dont on l'applique actuellement, puis je suis très transparent, Sébastien le sait beaucoup, parce que là, ça crée quand même un sentiment de « OK, ben là, on va-tu se le faire imposer sur la matane? » C'est comment le ministère voit ça. Actuellement, on travaille avec les organismes qui sont volontaires, puis c'est qu'on le voit comme une mesure de protection pour des rivières. Sur ces 2 rivières-là, au Saguenay, il y a déjà un prélèvement très limité par la pêche. On parle de la Petite Saguenay, même en remise à l'eau obligatoire. Donc, ce sont des rivières qui ont déjà un très bon niveau de protection au niveau du prélèvement par la pêche. Donc, on le voit comme une couche supplémentaire un outil de plus qu'on peut appliquer pour protéger ces populations-là. Mais actuellement, on n'est pas dans un esprit où on va l'imposer de manière généralisée au Québec. On n'est jamais à l'abri s'il y a une canicule historique, là, mais je veux dire, de la façon dont on travaille, puis en tout cas, honnêtement, on s'en reparlera si ça se produit, mais on travaille avec des organismes qui veulent bien. On va gérer, puis on va le tester, parce que c'était quand même pour nous une nouveauté de dire, on est-tu capable en temps réel, comme organisation, de faire une mesure réglementaire, parce qu'il faut que ce soit applicable par les agents dès le lendemain, là. La pêche est fermée, il y a quelqu'un sur la rivière, là, il faut qu'on soit capable d'aller intervenir et lui dire t'es en contravention avec la réglementation. Donc, pour nous, il y avait un processus interne de dire on va le tester, voir si comme organisation, on est capable de l'appliquer. On va tester aussi comment les organismes qui gèrent la pêche voient ça. Est-ce que ça génère du mécontentement? Est-ce qu'il y a beaucoup d'annulations? Puis finalement, quels sont les impacts biologiques et socio-économiques associés à ça? Donc, c'est pour ça qu'on en a fait un projet pilote où on est venu tester. Comme je l'ai dit, on ne l'a pas testé beaucoup à date. Donc, on va poursuivre le projet pilote. Puis quand on estimera qu'on aura des résultats probants puis que ça vaudra la peine maintenant de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, on pourra aller rencontrer la FQSA et les autres partenaires, les gestionnaires de rivières pour voir comment est-ce qu'il y a plus d'intéressés. Mais actuellement, c'est comme ça qu'on voulait tester ces mesures-là. C'est sûr. Si je fais un petit bémol là-dessus, c'est que les rivières où le protocole d'eau chaude est appliqué, c'est des rivières qui se prêtent bien à ça, dans le sens que c'est des rivières que leur population de saumon est quand même assez faible et que là, tous les saumons sauvés, entre guillemets, sont importants parce que faut venir rencontrer les seuils démographiques de population. Mais mettons des rivières qui sont en santé, c'est quoi l'impact réel? Parce qu'on sait que les saumons ne sont pas preneurs pendant les périodes d'étiage. Donc, même s'il y a des pêcheurs, le nombre de captures va avoisiner 0. Donc, ça va être quoi l'impact réel, surtout sur des rivières qui sont en bonne santé? Là, à ce moment-là, il va falloir qu'on ait des discussions avec le ministère par rapport à ça. Non, puis c'est un bon point. Je vais arrêter après ça. Je pense qu'on va peut-être vouloir changer. Tout va mais bien. effectivement, où on arrive sur des rivières où il y a des dizaines, voire des centaines de saumons qui sont prélevés déjà par la pêche, de venir appliquer un protocole où on va peut-être sauver quelques prélèvements, c'est pas l'impact actuellement qu'on voit. C'est vraiment, comme je disais, comme une couche supplémentaire sur des rivières. Puis les rivières, Sébastien le dit en question, c'est des rivières qui ont des petites populations, mais c'est aussi parce que c'est des rivières qui sont pas très longues, très longues. Donc, effectivement, que c'est des rivières avec des plus petites populations. Donc, oui, chaque individu compte. Et les prélèvements par la pêche sont déjà très faibles. Donc, on n'est pas venu sur une rivière qui avait déjà des centaines de prélèvements par la pêche puis dire, on va sauver quelques saumons avec le protocole parce que ça ne mord pas vraiment, comme Sébastien le dit non plus, quand l'eau est chaude. Donc, on avait déjà regardé quelques exercices en regardant ça. C'est non seulement le nombre de saumons preneurs est plus faible, mais c'est que parfois, il y a des saumons qui vont être prélevés
Donc, cette mesure-là ne touche que les saumons qui sont remis à l'eau en plus, parce que je veux dire, on s'entend que le saumon qui est prélevé, qu'il soit prélevé en eau chaude, en eau froide, en fait, il est prélevé, donc automatiquement dans le calcul pour l'atteinte des objectifs de gestion, il est automatiquement retiré quand même du calcul. Ah non, c'est un très bon point. C'est drôle ta vision, je reviens avec ta vision macro, tu sais, puis tantôt, pendant que tu parlais, j'étais en train de visualiser certains princes du Qatar qui ont fait des stades de soccer à 48 degrés dehors, puis c'est climatisé. Puis je me dis, vous autres, vous passez votre vie à vouloir sauver un saumon, tu sais, un poisson qui a un parcours quand même c'est quasiment biblique, là, même si je suis apostasié, mais je veux dire, c'est un poisson qui a quand même un parcours absolument hallucinant, puis il y a une zone grise qu'on le perd en mer, puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais une rencontre avec des gens comme vous, en tout cas pour moi qui est un pêcheur, j'ai lu beaucoup d'articles, mais je trouve que verbaliser puis d'avoir des êtres humains qui sont passionnés de ça, qui nous le disent à la caméra puis à l'audio, ceux qui vont écouter ça, je trouve ça fascinant puis on devrait vous entendre plus souvent. Parce qu'il y a une grande part de mystère dans la pêche, dans les décisions qui sont prises. On a tellement un beau territoire au Québec, on a tellement un beau pays que je me dis que refaisons ça, refaisons des rencontres comme ça avec des gens comme vous. Puis comme pêcheur, je vous remercie, continuons le travail. Moi, je fais ma part, c'est à vous autres à faire la suite, mais quelle belle rencontre, n'est-ce pas? Quelle belle rencontre, merci. Merci vraiment beaucoup. Je peux dire à nos auditeurs publics, en tout cas, que ceux qui veulent en apprendre davantage aussi, puis passer un autre moment avec Sébastien, qui a participé à un podcast de Codal aussi, qui explique bien la gestion du saumon d'un point de vue d'un gestionnaire de rivière, c'est quoi nos obligations, nos réalités, nos contraintes, nos enjeux. C'est un beau podcast complémentaire à celui-ci, mais c'était vraiment intéressant de vous avoir et c'est toujours. Je vais aller me faire un tatou de la Rivière-Matane, je pense. Je t'entends parler. Déjà que j'avais des grands amours sur la Rivière-Matane, mais merci, au plaisir de vous retrouver, puis très intéressant. C'est intéressant de partager ça avec vous. Merci. On se voit bientôt pour un autre balado. Yes. Yes.